Investir dans le numérique, c'est le thème de la première édition de Electronic RDC qui s'est ouverte à Kinshasa sous le patronage du président de la République. Ces assises vont permettre aux informaticiens de réfléchir à travers les ateliers en vue de rétablir le réseau numérique et les bureaux de poste. 6 hauts magistrats ont prêté serment aujourd'hui au Palais de la Nation, une prestation qui donne une lueur d'espoir à l'instauration d'un état de droit. Et puis, vous le savez, Kinshasa s'est réveillé ce mercredi, le pied dans l'eau. La pluie qui s'est abattue sur la capitale a occasionné d'énormes dégâts matériels. Dans certains coins de la capitale, des dizaines de maisons ont été inondées. Heureusement, aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. EDRC, Electronic RDC, ouvert ses portes aujourd'hui à Kinshasa pour sa toute première édition. Le thème choisi est investir dans le numérique et la cérémonie d'ouverture a été présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Pullman Hotel. Durant ces travaux de 48 heures, les informaticiens vont cogiter sur comment rétablir le réseau numérique et le bureau de poste. Les explications de Anaclé Moulunda. Le président de la République, chef de l'État, a ouvert ce mercredi 19 février 2020 au Pullman Hotel la première édition de l'EDRC 2020. Pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il s'agit de l'établissement du premier réseau en Afrique avec ses 53 sites disséminés à travers les territoires nationaux. Il a promis de s'engager personnellement malgré le retard accusé, l'insuffisance des infrastructures et le coût d'accès les plus élevés du continent, tout en saluant l'initiative prise par le ministre de Petentik, Augustin Kibasa Maliba, et en l'invitant à garder le cap avec les investisseurs du secteur du numérique. Je nous invite donc à réfléchir ensemble de manière active sur les mécanismes pour la mise en place d'un développement porteur de croissance. La cérémonie de ce jour constitue donc une opportunité de réfléchir sur les actions de la mise en œuvre de ce plan. L'année 2020, souvenez-vous, étant une année de l'action. Ainsi, je déclare ouverte la première édition de EDRC 2020 sur le thème « Investir dans le numérique en République démocratique du Congo ». Je vous remercie. Mais auparavant, le directeur général de African Union Development a étalé la stratégie devant être mise en application par la RDC en vue d'assurer la couverture numérique en termes d'élargissement de son réseau à l'instar d'autres pays africains. Saisissant la balle au bon, le ministre de Petentik a présenté la cartographie de la RDC en matière de numérisation. Son ambition est de faire du numérique congolais un outil de bonne gouvernance. Sur base de la fibre optique, assurer l'interconnexion et renforcer les capacités. Cela permettra, a dit Augustin Kibasa Maliba, d'élever les taux de pénétration qui étaient au plus bas niveau. Avec ces actions bien définies, aussi bien fiables en infrastructure nationale qu'efficientes en informatisation, 350 bureaux de poste peuvent être réhabilités, équipés et modernisés. La logistique d'appoint redynamisée, les banques postales créées et les services fournis par la fonction publique dématérialisés. L'objectif final est d'innover en vue de faciliter l'outil informatique aux populations rurales et semi-urbaines, promouvoir la culture du numérique à la jeunesse, découvrir et encadrer les compétences du secteur numérique et stimuler la création, a conclu le ministre Augustin Kibasa Maliba. Poursuivant son périple à l'est de la RDC, la présidente de l'Assemblée nationale est arrivée ce matin à Bukavu. Janine Mabunda a tout de suite visité la route nationale numéro 2 et qui risque de disparaître de la carte de la RDC si l'on y prend garde. Témoins de l'événement, Sylvie Moembo et Bernard Baudon.
Des milliers de Congolais de Bukavu se sont mobilisés au port Emmanuel pour l'arrivée de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko-Moudiaï. C'est par canot rapide sur le lac Kivu que cet élu de Bumba, speaker de la Chambre basse du Parlement, a décidé d'arriver au chef-lieu du Sud Kivu. Accueilli par le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi, les députés nationaux et provinciaux, membres du Conseil provincial, la présidente de l'Assemblée nationale a visité le bureau diocésain des œuvres médicales, les lycées Wima sur la partie érodée de la route nationale numéro 2. Ici, la route est sur le point de se couper, privant ainsi la population du Sud Kivu des produits agricoles venant de ses principaux greniers. Une grande reconnaissance pour la qualité de l'accueil et la confiance qu'elle a dans les institutions du pays. Elle leur a transmis les salutations du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en exhortant tout le monde à s'inscrire dans la marche de la République gérée aujourd'hui par la coalition FCC Cash. Nos députés de la coalition FCC Cash sont en vacances parlementaires. Je suis un élu comme eux, je suis leur berger et donc je viens les accompagner dans leurs vacances parlementaires pour prendre la température de la population, écouter les préoccupations de la population, se rassurer que nous sommes bien en phase avec ce que les populations attendent de nous parce que c'est la population qui est le patron des députés. C'est eux qui ont envoyé les députés à Kinshasa et donc il faut à chaque fois revenir à la base chez ceux qui nous ont donné le mandat pour se rassurer que nous écoutons et nous trouvons des réponses à ceux qui sont leurs préoccupations. Et donc j'ai commencé à Goma, je suis allé à Béni par solidarité par rapport à tout ce qui se passe comme insécurité à Béni. J'ai quitté Béni, je suis allé à Bunia, même problème d'insécurité, mais aussi d'autres problèmes de développement socio-économique. Le programme du speaker de la Chambre basse du Parlement prévoit une visite à Panzi. Le gouvernement n'a pas du tout oublié les populations congolaises en détresse. Une caravane humanitaire sera lancée dans le tout prochain jour par l'exécutif national à travers le ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale qui l'annonce au micro de Edith Chala. Sur instruction du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, la situation des déplacés et victimes des atrocités de Béni seront parmi les priorités de cette caravane humanitaire, mais elle visitera aussi les compatriotes surpris par différents événements malheureux. Dans le cadre de la caravane humanitaire décidée par le gouvernement, qui devra commencer en principe ce 21 février, le Premier ministre nous a demandé de mettre Béni parmi les priorités. Nous allons aller à la rencontre de tous les déplacés internes, notamment ceux de Béni, au Nord Kivu, de Minembwe au Sud Kivu, de Nyunzu, province de Tanganyika et d'autres provinces pour pouvoir d'abord faire l'état de la situation et puis apporter une assistance. Encore une fois de plus, nous disons à nos compatriotes qui sont à Béni que le gouvernement n'est pas resté insensible à leur misère et que nous allons bientôt, n'est-ce pas, aller sur les lieux pour les rencontrer et puis essayer d'intervenir. C'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît des vrais amis. La République démocratique du Congo soutient la Chine qui est frappée par le coronavirus. Un geste apprécié à sa juste valeur par l'ambassadeur de ce pays en poste à Kinshasa. Le diplomate chinois s'exprimait ainsi au sortir de l'audience que lui avait accordée le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Grève des magistrats. Le gouvernement congolais travaille pour des solutions concrètes. Déclaration du professeur Vundoawe Tepemako, président AI du Conseil supérieur de la magistrature, et le Premier ministre a échangé avec le Sinamag. Françoise Boulabouaki et Pompon Oumba. Reportage. Les magistrats observent un arrêt de travail depuis une dizaine de jours. Le dialogue n'est pas rompu avec le gouvernement central. Justement, le Sinamag, syndicat autonome des magistrats, accompagné auprès du Premier ministre Ilunga Ilunkamba par l'équipe du Conseil supérieur de la magistrature, sous la conduite de son président intérimaire Vundoawe Tepemako, est venu s'exprimer ce mardi 19 février 2020 sur les principales revendications. Bientôt, le Premier ministre lui-même, il va, avec le gouvernement, examiner la solution et
proposer des solutions concrètes et pratiques. Le Premier ministre était très sensible, donc je crois qu'il va trouver une solution. Et nous suivons ce dossier de très près. Pour rappel, les magistrats s'opposent à la réduction de leur budget dans la loi de finances 2020. Ils exigent la réduction de la tension salariale entre magistrats et hauts magistrats. Au chapitre diplomatique, la Chine est touchée par le soutien de la RDC exprimé en ce moment où ce pays lutte contre le coronavirus. L'ambassadeur chinois l'a déclaré au chef du gouvernement. J'ai aussi remercié le Premier ministre pour le soutien et la sympathie du gouvernement et du peuple congolais à l'égard du gouvernement et du peuple chinois dans sa lutte contre le nouveau coronavirus. Le Congo, c'est aussi un pays qui souffre des épidémies. Et la Chine, on est toujours à côté du peuple congolais dans sa lutte contre les épidémies. Entre les deux pays, le partenariat stratégique est renforcé, a lâché le diplomate chinois Zhu Jing. Et en nouvelle, sachez que la RDC se prépare à occuper des postes vacants au sein de la CEAC pour faire entendre sa voix. Ce mercredi, le Premier ministre a présidé une séance de travail au cours de laquelle les candidatures ont été sélectionnées avant la présentation au Conseil des ministres. Françoise Bouelabouaki y reviendra avec force de taille demain. Comment arriver à la mise en place d'une politique culturelle dans notre pays afin de répondre aux préoccupations des artistes congolais? Eh bien, la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, a reçu le ministre de la Culture et Arts afin de dégager des pistes de solutions. Question de permettre à l'artiste congolais de retrouver la place qu'il mérite dans la société. Naïcha Kialamouila. Artiste congolais, comédien, musicien ou peintre soit-il, doit retrouver sa noblesse et vivre décemment de son métier. Ce souhait est partagé par la Corporation des artistes et tout le peuple est porté depuis un temps par la première dame de la République. Tenant promesse de faire le plaidoyer de ces artistes auprès des autorités, Denise Nyakeru Tshisekedi a exposé en présence du ministre de la Culture et Arts et des représentants de la Corporation des artistes comédiens tous les problèmes identifiés, ainsi que les pistes de solutions proposées. Je viens d'échanger avec la distinguée première dame autour de quelques questions concernant nos artistes et particulièrement un plaidoyer pour nos comédiens, artistes comédiens. Et il y a notre groupe Salongo qui cette année va totaliser 45 ans, de voir ensemble comment fêter cet anniversaire. Et pourquoi pas les décorer, puisque c'est nos vaillants artistes. Nous avons parlé de la couverture santé-maladie. On voyait dans quelle mesure on peut faire une mutuelle pour les venir en aide. Comment joindre la fondation de la distinguée première dame et le ministère des tutelles. Le ministre Jean-Marie Loukouch a rassuré de l'engagement de son ministère de doter le pays au plus vite d'une politique culturelle. Pour mieux coordonner les actions programmées, il a été décidé du lancement d'un processus d'identification des artistes afin de les répertorier selon les catégories. Les représentants des artistes comédiens sont sortis satisfaits de cette rencontre avec une ferme assurance de voir enfin le bout du tunnel. Au nom de tous les artistes comédiens, nous allons remercier la première dame parce qu'elle est passée de la parole aux actes. Il n'y a pas une semaine qu'elle nous avait reçus. Elle nous a promis qu'elle allait vraiment s'impliquer dans tout ce qui est, surtout de la mutuelle de santé des artistes comédiens. Donc nous n'allons pas avoir de difficultés pour nous organiser, être ensemble avec la première dame pour que finalement les artistes comédiens soient bien encadrés du point de vue santé. Le ministre de la Culture en a profité pour rassurer l'opinion que l'artiste loufois sera enterré avec honneur et dignité. Papa Loufoua, son désir, son souhait le plus ardent, c'était faire ses obsèques à côté de la statue qu'il avait fait au niveau de la Fikine. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui avait instruit Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, Monsieur du Budget, ainsi que les ministres des Finances, pour le décaissement des fonds. D'ici là, ça va être décaissé. L'artiste qui fait l'histoire et peint la culture et l'identité des peuples mérite bien mieux que le simple fait de dépendre des bienfaiteurs
en cas de problème. Où en sommes-nous avec la rétrocession des provinces et la mise en place de la Caisse nationale de péréquation? Eh bien, cette question a été longuement débattue au cours d'une séance de travail entre les gouverneurs des 26 provinces et le vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, qui a par la suite échangé avec l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo sur la réforme de la police nationale congolaise. Nadine Yango, reportage. Les consortiums des missions nationales d'observation des élections a été reçu par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba. Au centre de leur entretien, le préparatif de la campagne de plaidoyer pour la réforme électorale et l'organisation d'un forum prévu au début du mois de mars prochain. Ce forum entrera dans la droite ligne de la consolidation de la démocratie et du climat des affaires en République démocratique du Congo. Juste après la mise en pratique de l'appui de l'Union européenne à la réforme de la police nationale congolaise a retenu l'attention du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba, et l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Nous avons construit l'académie de police et nous avons examiné avec le vice-premier ministre les façons de faire fonctionner efficacement l'académie de police. Le vice-premier ministre a beaucoup insisté là-dessus, la question de la formation des policiers, de la hiérarchie policière et le fonctionnement de l'académie de police que nous voulons voir fonctionner. Je suis convaincu de la volonté du gouvernement congolais de faire bouger les choses et l'Union européenne est disposée à accompagner ce mouvement. Enfin, la perspective de la convocation incessante de la conférence de gouverneurs d'un côté et les dossiers relatifs aux émoluments des assemblées et gouvernements provinciaux ont fait l'objet de l'échange que le vice-premier ministre a accordé aux gouverneurs de province en mission dans la capitale. Très attentif à toutes ces revendications, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba, en a pris acte avant de prendre l'engagement de répondre d'une manière favorable. Willing Opos a quitté son bureau climatisé, direction les grandes artères de la capitale. Le vice-premier ministre, ministre des ITPR, a visité le chantier de saut de mouton de Sosimat, thème de l'événement Eurydice Kitutumodiri Zinkionda. Après avoir fait signer aux entreprises qui exécutent les travaux de construction des sauts de mouton un acte d'engagement qui les contraint à livrer les ouvrages dans le délai, le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a effectué une descente sur terrain. Willingop Sunzel s'est rendu sur les chantiers de sauts de mouton de Sosimat sur le boulevard du 30 juin. Le vice-premier ministre a tenu à vérifier sur terrain si l'engagement pris par les entrepreneurs est respecté. Ils ont signé l'acte d'engagement qui donnait les chronogrammes des travaux. À telle date, nous allons terminer tel saut de mouton, à tel autre, jusqu'à ce qu'au plus tard le 30 mai ou juin au plus tard, que la population ait tous les ouvrages rendus. Après un acte d'engagement comme celui-là, je ne pouvais pas continuer à rester au bureau. Je suis venu vérifier. Et je me rends compte effectivement que les travaux ont repris celui. Benjamin Winga, directeur général de l'Office de voirie et drainage, rassure sur le respect d'actes d'engagement. Et aujourd'hui, on a repris les travaux. Il s'agit de la construction déjà des fondations profondes parce que ces ouvrages ici, ils sont construits pas pour très peu de temps, ils sont construits pour des siècles. Et ça nécessite que les fondations soient enfoncées en profondeur. Donc les travaux des fondations, on sera à la surface, continuer les travaux de piles de culées et puis ça sera la superstructure, donc les ponts métalliques qui sont déjà sur place qu'on va poser. Et entre-temps, les travaux de rampe d'accès en béton armé, en voile de béton armé seront aussi exécutés. Willingop Sunzel exprime par cette descente sur terrain la détermination du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de voir ses travaux se terminer au plus tard le 30 juin 2020. Les principes à respecter pour une gestion efficiente des finances publiques, en tout cas, les membres de la Commission économique et financière se sont penchés sur la question au cours de la réunion présidée par le vice-premier ministre, ministre du Budget, Jean Baudouin Maillot. Cédric Kenina.
Plus de recettes, plus d'investissements dans la mise en œuvre de politiques publiques, une logique immuable. Et cela s'intègre bien quand les principes sont respectés. Autour du vice-premier ministre, ministre du budget Jean-Baudouin Mayomambeke, quelques membres du gouvernement central de la thématique économie et finances pour échanger sur les consignes devant servir des guides ou encore des boussoles en vue d'atteindre les objectifs assignés dans la mobilisation des recettes. Démarche qui donne toute sa substance à la commission économique et financière. Le chef du gouvernement, son Excellence Monsieur le Premier ministre, a constitué les commissions gouvernementales. Nous avons échangé entre nous les consignes qui devraient nous guider, notamment la ponctualité, le sérieux dans le travail. Étant donné l'importance de cette commission, la commission qui doit mener le combat notamment pour la mobilisation des recettes, lesquelles recettes vont permettre à l'ensemble du pays de fonctionner et d'atteindre les objectifs assignés dans le cadre global du budget de l'État. Pour un début, cette rencontre a été une prise de contact pour baliser les chemins à d'autres qui pourront approfondir d'autres sujets dans l'optique de garantir la bonne gestion des finances publiques. Au ministère de la Communication et des Médias, le ministre d'État David Jolino Makelele a échangé avec une délégation des investisseurs internationaux sur la table plusieurs projets d'investissement en République démocratique du Congo. Suivi. Cette délégation de l'entreprise Trident International Trade veut implanter sa firme en République démocratique du Congo. Un véritable investissement qui devra s'étendre sur plusieurs domaines, notamment dans la téléphonie mobile. Déjà forts de leur expérience en Asie, ces responsables de Trident International Trade ont ainsi pris les soins d'en discuter ouvertement avec le ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, David Jolino Diouampové Samakelele. Nous, on compte investir dans le pays, au Congo, et rester ici sur le long terme, sur différents projets. Et on a étudié le pays au préalable avant de venir ici. Et on a jaugé aussi un peu le pays. On vient ici parce que le pays maintenant offre des opportunités pour les investisseurs, et parce que le pays est stable, et parce que nous, on veut surfer sur cette vague et aller accompagner le Congo aussi dans sa croissance. On a une marque de téléphone que nous allons implanter ici même au Congo. Donc pour ne pas trop en parler parce que ce n'est pas encore effectif forcément, nous sommes également dans les produits laitiers. Nous sommes dans un secteur d'activité avec une marque de téléphone qui est nouvelle, qui est 6e en Chine, qui a donc une grande part de marché là-bas. On a fait une démonstration tout à l'heure justement à son excellence. Nous croyons à 100% à nos produits. On a vraiment la volonté d'investir et de profiter de la croissance du pays tout en apportant notre savoir-faire. De son côté, le patron du ministère de la Communication et des Médias a insisté sur la priorité aux intérêts du prioritaire cadrant avec la vision de l'émergence de la République démocratique du Congo. Autre option à privilégier, c'est l'intérêt de la population locale et sa main-d'œuvre. Après la pluie, c'est le beau temps, mais cet adage a de plus en plus de mal à trouver son sens à Kinshasa. La pluie qui s'est abattue tôt ce matin a apporté un cortège de malheur et un lot de désolation. Nos équipes ont fait la ronde dans quelques coins de la capitale pour faire le constat des dégâts de pluie et c'est avant-midi. Joël Longueda. C'est la visite du calvaire des Kinois après la pluie. La pluie qui s'est abattue sur la ville dès les premières heures de la matinée a encore laissé l'image d'une ville incapable de faire face à la réalité des intempéries. Les acteurs publics, dans certains cas, étaient complètement submergés. Difficile de reconnaître la chaussée engloutie dans les courants. Des Selembao à Limete, passant par Kassavou, Boulingwala et Kalamo, c'est le même décor. Pas de vraie canalisation, les rivières sortent du lit et envahissent les habitations. Tous les moyens sont permis pour se déplacer par pousse-pousse, à dos d'homme, ou sur les planchettes moyennant paiement bien sûr. Les déchets plastiques remontent et bouchent visiblement certains égouts encore existants dans la ville. Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Cette phrase n'a pas eu son sens ce 19 février dans la ville de Kinshasa. Combien de fois faudra-t-il poser cette question? Que faut-il faire pour faire face aux réalités naturelles dans la République démocratique du Congo?
Depuis l'arrivée au pouvoir du roi Mohamed VI, l'économie marocaine est devenue un chantier à ciel ouvert qui suscite l'admiration de ses différents partenaires au développement. Nous vous proposons plutôt de suivre en images les avancées de l'économie marocaine. Le règne du roi Mohamed VI est sans doute celui de l'ouverture de l'économie marocaine. Le Maroc est aujourd'hui classé parmi les pays en développement aux économies émergentes. Le royaume est devenu en 20 ans un chantier à ciel ouvert pour des projets grandioses, ambitieux et variés. Depuis l'intronisation du souverain, le pays avance à pas déterminés sur le chemin du développement socio-économique et suscite l'admiration de ses partenaires. Cette dynamique se reflète par l'accélération dans l'investissement dans l'infrastructure et la réalisation de grands projets structurants, le port Tangemed 1 et 2, qui constitue aujourd'hui un hub intégré de compétitivité. Sur le même volet des infrastructures de transport, impossible de ne pas évoquer la première ligne à grande vitesse LGV, reliant Tanger à Casablanca en moins de 2h10. Autant de réalisations qui font aujourd'hui, et plus que jamais, la fierté des Marocains. Au cours des 10 dernières années, l'industrie automobile marocaine a enregistré une croissance remarquable. Entre 2007 et 2018, la valeur des exportations est passée de 14,17 milliards de dirhams à quelques 64,4 milliards de dirhams. Avec 140 entreprises, 17 milliards de dirhams de chiffre d'affaires et un taux d'intégration de 34%, les voyants du secteur sont au vert sur le tableau de bord du secteur de l'aéronautique. Le secteur des télécommunications a connu quant à lui une forte dynamique depuis sa libéralisation en 1999. Le Maroc s'est en effet doté d'une stratégie digitale 2020 avec pour ambition de positionner le Maroc en tant que hub numérique régional avec un essor fulgurant des métiers de l'offshoring et un positionnement de choix en Afrique francophone. Autre secteur clé qui crée de l'emploi, l'agriculture. Le plan Maroc Vert a d'ailleurs permis depuis son lancement la création de 48 millions de journées de travail additionnelles. Dans l'objectif d'amélioration des conditions de vie des agriculteurs, des efforts considérables ont été consentis dans le volet développement rural. Le Maroc est également en passe de devenir un haut lieu des énergies vertes dans le monde. En 10 ans, 130 milliards de dirhams ont été investis pour porter les énergies vertes à 42% du mix électrique. Désormais, l'objectif est rehaussé à 52%. Le Royaume fait partie d'ailleurs des 15 nations les mieux notées pour les investissements et leurs possibilités de déploiement des énergies renouvelables. Mais des projets de plus grande envergure ont également vu le jour, à l'image dernièrement du projet solaire Nour 3, l'un des plus grands du monde en matière de thermodynamique. Plusieurs autres projets devraient d'ailleurs voir le jour en 2020 à Laayoune et à Boujdour. L'activité touristique est aussi au vert avec de touristes en 2018. Le Maroc se classe comme première destination africaine et 30e mondiale, avec la volonté de passer à une démarche d'engagement du territoire structurante en termes d'emploi et de développer la compétitivité du tourisme marocain en se basant sur les atouts des régions. Au Front pour la promotion de l'industrie, suivait une mise au point des syndicalistes qui condamnent la campagne de diabolisation du comité de gestion. Nous, permanents et délégués syndicaux, représentant les agents et cadres du FPI, nous voyons apparaître par des écrits le collectif des agents et cadres du FPI, un organe dont personne n'arrive à identifier ni la nature, ni les acteurs, moins encore le siège, qui émet des correspondances à l'adresse des autorités à travers des médias et des réseaux sociaux pour dénoncer des faits au nom des agents et cadres du FPI. Tous les documents qu'il émet sont sans date ni signature, mais il utilise l'entête du FPI. Quant à nous, parti syndical du FPI, nous ne nous reconnaissons pas dans sa démarche,
Nous nous assumons de nos actes en signant nos documents. Nous sommes connus et tout le monde sait nous localiser. Voilà pourquoi nous voulons ici lever l'équivoque et dénoncer cette manière de faire engagée par les prétendus collectifs des agents et cadres du FPI, qui est de nature à perturber la paix sociale au sein du FPI, gage d'une bonne productivité, à distraire les autorités et même à discréditer le fonds auprès de l'opinion publique, tant nationale qu'internationale. En conclusion, nous disons que l'ensemble des agents et cadres du FPI ne sont pas concernés par ces différents tracts. Ceci constitue la mise au point de permanents et des délégués syndicaux du FPI. Nous vous l'avions dit à l'ouverture de ce journal que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu aujourd'hui le serment de 6 hauts magistrats nommés par ordonnance en date du 7 février dernier. C'était lors d'une cérémonie solennelle dans la salle des congrès du Palais de la Nation. Patrick Michel Mokoui nous propose ceci. La cérémonie a revêtu toute la solennité souhaitée. Passage de troupes en revue, hymne national, la salle de congrès du Palais de la Nation a reçu ce jour son tout premier plus grand événement depuis l'élection l'an passé du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Après avoir circonscrit le cadre, la conseillère du chef de l'État au collège juridique, maître des cérémonies, invite les assermentés à prononcer la formule traditionnelle devant le magistrat suprême, drapeau national en main. Et d'une phrase, le président de la République rend formel le serment de nouveaux hauts magistrats. À tour de rôle, le procureur général près la Cour constitutionnelle, celui près la Cour de cassation, du Conseil d'État, l'auditeur général près la Haute Cour militaire, le premier président de la Haute Cour militaire, tous nommés récemment par ordonnance présidentielle, mais aussi le premier président de la Cour de cassation nommé par le prédécesseur de Félix-Antoine Tshisekedi, ont signé le procès verbal qui certifie l'acte posé en présence du directeur de cabinet du chef de l'État. La prestation de serment de ce haut magistrat qui ordonne leur prise de fonction marque un grand pas dans le processus de la réforme du système juridique annoncé par Félix-Antoine Tshisekedi dès son tout premier discours en qualité de magistrat suprême. L'ONG Initiative Plus et la chaîne de l'Espoir accordent le violon après une longue période de malentendus. Marie-Olive Lembe Kabila, la présidente de l'ONG Initiative Plus, a échangé avec la directrice de cette chaîne. Ensemble, elles ont évalué la situation des enfants démunis victimes de malformations. Anita Luamboa. Un nouveau départ du partenariat qui lie la chaîne de l'Espoir, une association humanitaire belge, et l'ONG Initiative Plus, Olive Lembe Kabila, ce dans la prise en charge médicale des enfants vivant avec malformations et autres maladies. Dans le respect des nouvelles directives de Marie-Olive Lembe Kabila, initiatrice du dit projet, Anita Clément, directrice de la chaîne de l'Espoir, reconnaît le rôle majeur que joue Olive Lembe Kabila dans les plaidoyers des soins appropriés et gratuits en faveur de ses compatriotes victimes de malformations. Madame Olive Kabila est tout comme une maman et souhaite le meilleur pour les enfants du Congo. Et elle sait que la chaîne de l'Espoir Belgique est active au niveau de la santé des enfants. Et au Congo, il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin d'avoir une chirurgie pour vivre, car certains meurent depuis de longue date, faute de soins appropriés par rapport à leur malformation. Quant à l'information publiée par un média étranger sur la tentative de la chaîne de l'Espoir de s'approprier le dit projet, Anita Clément dément et parle d'une information erronée. Pas du tout. C'est un propos complètement erroné d'un article qui est passé dans la presse et ce n'est pas du tout les propos de la chaîne de l'Espoir Belgique. Nous nous remettons ensemble pour le bien des enfants congolais. Marie-Olive Lembe Kabila a mis des moyens conséquents pour la construction de ce centre chirurgical de Ngalema qui répond aux normes internationales. Grâce à sa générosité de cœur, plusieurs familles peuvent enfin accéder gratuitement à des soins qui coûtent extrêmement cher à l'étranger.
Autre chose à présent, ils sont tous à Idiofa. Les évêques de la province ecclésiastique de Kinshasa se retrouvent dans cette partie de la République pour tenir l'assemblée des évêques, et c'est sous la direction du cardinal Fridolin Ambongo, suivi plutôt l'arrivée du cardinal dans la ville d'Idiofa avec Joël Lunginza. Le diocèse d'Idiofa accueille les assises de l'Assemblée épiscopale provinciale de la province ecclésiastique de Kinshasa. Le dit diocèse de l'archidiocèse de Kinshasa y participe sous le patronage du cardinal Fridolin Ambongo Besungu, archevêque métropolitain de Kinshasa et président de la SEPKIN. En d'autres termes, il est question de s'interroger quel est l'impact de ma commission sur l'ensemble de la province. 2. Par efficacité, j'entends la nécessité de maximiser la capacité financière de la province, et notre patrimoine. J'encourage donc des initiatives qui vont dans le sens de doter notre province de moyens financiers et matériels conséquents. C'est ce mercredi 19 février que s'est ouvert la SEPKIN. Cette session prévue du 18 au 22 février va traiter quelques points importants sur la vie de la province ecclésiastique. Entre autres, le paysage socio-pastoral de la province, suivi des décisions de la session précédente, et le rapport est suivi des dossiers de la Caritas, coordination des écoles catholiques, séminaires, la restructuration des diocèses et l'harmonisation de la pratique liturgique dans la province ecclésiastique de Kinshasa. Une enveloppe de 20 000 $ vient d'être disponibilisée par la Société nationale d'assurance SONAS pour assister les sinistrés de l'accident de bypass internés aux cliniques universitaires de Kinshasa. Cette enveloppe a été remise aux médecins directeurs de cet hôpital par les autorités de cette entreprise publique pour prendre en charge ces victimes. Eric Kabamba, commentaire. Geste qui démontre que la SONAS reste les grands assureurs en République démocratique du Congo. Cette entreprise publique que dirige Lucien Kofobo-Aimé vient de réagir avec promptitude en disponibilisant 20 000 $ pour secourir les 43 blessés de l'accident de bypass du 16 février dernier, internés aux cliniques universitaires. Un geste qui permettra à cette formation hospitalière de prendre en charge ces victimes du camion. Nous remercions la SONAS qui est venue donc prêter main forte à l'hôpital, et nous profitons pour continuer à lancer l'appel à tout le monde. C'est vrai, ils sont rescapés, mais ils ont encore des besoins de prise en charge. Selon les informations de la SONAS, l'identification de la plaque d'immatriculation assurée qui se trouve dans ces camions meurtriers relève qu'elle était bel et bien d'une camionnette. En attendant les investigations pour mettre au clair cette affaire, la SONAS a quand même agi pour sauver le vie de ces Congolais fauchés. Jusque-là, la SONAS est en train de procéder aux investigations et aux vérifications nécessaires. Les véhicules qui étaient assurés, qui portent le même plaque d'immatriculation, c'est une camionnette et non pas un camion. Donc à l'heure actuelle, nous sommes en pleine investigation et vérification à tous les niveaux pour savoir si le véhicule en question a été assuré. La SONAS promet d'autres interventions pour la prise en charge sans faille de ces accidentés. Ce communiqué nécrologique avant de boucler complètement ce journal, Ibrahim Ntakala Nonso, sous-directeur à la RTNC, ainsi que les enfants Ntakala, les familles Mbengi Nonso, Raphaël Sanou, Floribert Malanda et Nonso Maurice, ont la profonde douleur d'annoncer à tous les Bambouma, amis et connaissances, le décès inopiné de leur épouse, mère, tante, grand-mère, belle-mère, fille Diambouloutete Hélène, mis pour les intimes, décès survenu le mardi 11 février 2020 à l'hôpital de Kintambo. Voici le programme. Le jeudi 20 février, levé du corps de la morgue de Ngiringiri, suivi de l'exposition en la salle La Fontaine, non loin du rond-point Force Publique, situé au croisement des avenues Gambela et Banalia, dans la commune de Kessavubu. L'enterrement interviendra le vendredi 21 février 2020 au cimetière de Kimberley Memorial Park de Mingadi. Ce communiqué tient lieu de faire part.
Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Paris, en France et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à minuit Angèle Mabiel-Alandou. Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne suite au programme sur la chaîne nationale et à demain.